Bonjour, aujourd'hui on reçoit Margot Kra. Alors cette jeune femme qui a tout juste 30 ans a ouvert son premier salon de coiffure en 2017 et elle a décidé, malgré la pandémie et malgré la situation actuelle au Royaume-Uni, d'ouvrir son second salon. Elle va nous expliquer aujourd'hui comment elle a fait tout ça. Elle a tenu le coup pendant cette année avec des stop and go, de fermeture et d'ouverture de ses salons de coiffure. Et bien sûr, aujourd'hui, et comme à son habitude, j'ai Eric qui m'accompagnera pendant toute l'émission. Bonjour Eric. Salut Léla, bonjour, bonjour Margot. Alors Margot, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous Bonjour surprendre. Eric. Bonjour Bonjour Margot. Quand je regarde votre histoire, ça m'inspire une phrase que j'entendais souvent quand j'étais jeune journaliste, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors c'est une phrase qui avait été attribuée à Napoléon Bonaparte lors de la première campagne d'Italie en 1796, mais en fait, c'est pas lui qui l'a prononcé. En revanche, je l'ai très souvent entendu cette phrase dans la bouche d'entraîneurs de football, par exemple. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ça me fait penser à vous, Margot. Et je voudrais que vous me racontiez, parce que votre vie professionnelle, à mon avis, va dans ce sens-là. Et je voudrais que vous me racontiez ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas exactement quand, mais il y a des années, au Festival de Cannes, qui a marqué le début de votre carrière. Alors oui, c'est vrai, c'est là où tout a commencé. C'était mon premier stage en fait en coiffure quand j'allais avoir 15 ans. Donc je suis partie dans le sud de la France pour effectuer en fait, parce que je voulais être coiffeuse et mes parents voulaient que je fasse des études supérieures en tout cas. Moi, je voulais absolument être coiffeuse, comme ma maman et ma grand-mère, à vrai dire, ce qui est assez marrant parce que on veut toujours que ses enfants fassent des études et j'avais tout simplement la même passion qu'elle. Et en fait, je suis partie dans le sud de la France avec l'ambition de pouvoir travailler au Festival de Cannes, mais sans expérience, c'était loin d'être gagné. Et j'ai eu la chance, en fait, c'est marrant que vous me parliez de ça, de faire ma première expérience à Cannes, dans la coiffure, pour le Festival de Cannes, exactement. C'était rue des États-Unis, exactement, dans un salon qui était partenaire du festival. Oui, mais là, vous racontez pas complètement l'histoire, parce que justement, c'est pour illustrer la meilleure défense, c'est l'attaque. Et ce jour-là, vous avez attaqué véritablement, Margot. Racontez l'histoire telle qu'elle. Eh bien, le responsable de ce salon, quand je me suis présentée, ne voulait pas me prendre, tout simplement parce que j'avais pas d'expérience et j'étais jeune. Et bien sûr, le Festival de Cannes, c'est pas n'importe quoi. Et donc, en fait, il a refusé de me prendre pour mon stage d'intégration à la coiffure. Et j'y suis retournée. Et finalement, en fait, j'ai été prise avec persévérance, alors que c'était voué à l'échec. Enfin, en tout cas, c'est ce le message qu'on m'avait fait passer. Et je me suis quand même battue. J'y suis retournée en fait le lendemain en leur disant je veux vraiment travailler chez vous. C'est mon rêve. Je veux faire de la coiffure. Je veux travailler au Festival de Cannes. Donc, donnez-moi ma chance. Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi, en fait, la coiffure. Voilà. Et oui, c'était loin d'être gagné. Je ne pensais pas qu'il allait accepter, mais avec de la volonté, un sourire et l'envie, on peut arriver à faire des choses qui sont à la base pas faciles. Oui, c'est vrai, quand on vous écoute, Margot, on sent que vous avez ce tempérament de fonceuse et justement, après, on va vraiment rentrer dans ce qui s'est passé l'année dernière avec la pandémie et ce choix et cette volonté, malgré tout, d'ouvrir ce second salon. Du coup, est-ce que c'est vraiment un trait de caractère qui vous définit et qui vous permet justement de rebondir? Parce que vous avez vous avez eu votre propre salon à Lille, vous étiez très jeune, vous avez ouvert votre premier salon à Londres, vous étiez très jeune, enfin, vous aviez 27 ans. Donc, c'est vrai, vous êtes parti en Australie aussi entre-temps. Enfin, c'est assez exceptionnel. Donc, est-ce que c'est de cette façon dont vous vous définiriez, fonceuse? Exactement. En tout cas, je suis mon intuition et dès que je souhaite faire quelque chose parce que je sens qu'il y a quelque chose de bien derrière, j'y vais
je fonce et pour le moment, les fois où en tout cas ça a été difficile, ça m'a permis justement de rebondir à chaque fois. Donc oui, je pense être une fonceuse, ça c'est sûr. Oui. Et là, Oui, donc du coup justement, on va arriver sur votre arrivée à Londres, donc, qui date de 2012, si je ne me trompe pas. Oui. Donc là, vous décidez en 5 ans plus tard d'ouvrir votre premier salon. Comment on fait en fait? C'est-à-dire que c'est pour expliquer un petit peu comment. On vient de le dire, vous êtes fonceuse, mais comment on monte tout ça quand on est jeune et on se lance dans l'aventure entrepreneuriale dans un pays étranger? Comment ça se concrétise tout ça? Est-ce que vous avez eu de l'aide extérieure? Alors, non, ça n'a pas été facile parce que j'ai commencé à zéro sur tous les points de vue. J'étais étrangère, jeune, dans un pays que je connais pas. Donc non, j'ai pas eu d'aide, en tout cas de présence ou d'aide financière, mais j'ai une famille qui m'a toujours poussée, qui m'a toujours soutenue dans mes choix et dans mon parcours. Donc, du coup, je pense que c'est pas des aides financières ou ils sont pas à côté de moi tous les jours, mais j'ai la chance d'être bien entourée, d'avoir vraiment des personnes bienveillantes autour de moi qui ont fait que je suis là où je suis maintenant avec Margot Salon. Oui. Margot, donc on a bien noté effectivement votre volonté sans faille, si je puis dire. J'aimerais aborder avec vous quelque chose dont on a beaucoup parlé en France aujourd'hui, un terme en l'occurrence, qui était le terme essentiel. Est-ce que la coiffure, c'est quelque chose d'essentiel? J'imagine que la réponse est non, et j'imagine que quelque part on doit en souffrir quand la coiffure, c'est votre vie, en l'occurrence. Alors, c'est vrai qu'en Angleterre, ça a été très différent de la France parce que les salons de coiffure en France sont quand même restés ouverts très longtemps pendant la pandémie. Alors qu'en Angleterre, jusqu'à il y a maintenant 3 semaines, la coiffure n'était pas catégorisée. Donc, on était avec l'hospitality. Après, on nous mettait avec donc tout ce qui était pub, restaurant, hospitality. Après, on est passé avec les gyms, puis avec le retail. En fait, on n'était même pas catégorisé pendant cette année où la Covid est arrivée. Donc, ça a été compliqué parce que la beauté en elle-même, le secteur de la beauté, n'a pas de catégorie alors que c'est des milliers de commerçants en Angleterre. Et moi, je trouve ça un peu aberrant, pour être honnête, parce que, alors, c'est pas du tout féministe, mais ça montre bien qu'en Angleterre, on est encore essentiellement dirigé par des hommes, parce qu'on ne fait pas que parler de pubs, de restaurants, et la beauté a même été oubliée pendant la Covid. Par exemple, la TVA a été réduite pour tous le secteur de l'hospitality, alors que les coiffeurs avons été fermés aussi longtemps que les restaurants et que les hôtels sur l'année 2020. Nous n'avons pas ouvert comme le retail, comme tous les magasins de vêtements. En fait, nous avons ouvert que quelques mois sur l'année et aussi peu que ce secteur, malheureusement, qui est la restauration. Donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de certains secteurs et la beauté en Angleterre. Alors là, c'est vrai que ce n'est pas essentiel en soi, mais ça a été même oublié complètement. Donc, c'est assez aberrant. Et comment on s'organise justement? Alors du coup, est-ce que vous étiez un peu fourmi, c'est-à-dire avant que vous aviez mis des sous de côté, parce que vous aviez aussi, on y reviendra tout à l'heure sur l'ouverture du second salon. Comment vous avez fait ça et comment on l'explique à ces équipes? Je sais que vous avez été très proche de vos équipes, vous avez tenu à ce qu'ils soient payés malgré la situation et sans, au début, vous ne saviez pas pour le chômage partiel, etc. Comment on fait? Comment on anticipe tout ça? Comment vous avez anticipé tout ça? Alors, il y a déjà eu une première partie qui était qu'est-ce que l'on va faire?
quand on nous a demandé de fermer parce que les coiffeurs, on ne peut pas utiliser Deliveroo, on ne peut pas faire comme les magasins de vêtements, vendre en ligne. Enfin, en tout cas, nous, on vient de lancer un site en ligne, mais ce n'est que 2 ou 3% de notre chiffre d'affaires, donc c'est dérisoire. Donc, la première question, ça a été qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est fermé? Donc, on a été sollicité par beaucoup de clients, pour être honnête avec vous, pour aller travailler et coiffer à domicile pendant toute cette année. Et on sait que beaucoup de coiffeurs français coiffent à domicile et c'est leur choix. On ne va pas dire leur nom, on n'est pas là pour ça. Mais nous, on a tout simplement refusé. Et on refuse encore maintenant d'aller coiffer à domicile parce que c'est irresponsable et parce que nous sommes tous dans une situation difficile et il faut se soutenir. Donc, on a décidé de ne pas coiffer à domicile alors que c'était le seul moyen de pouvoir avoir de l'argent car quand nous sommes fermés, nous faisons 0 chiffre d'affaires. C'est fermé. On est à 0. Mais sur ça, j'ai été très stricte avec mes équipes. Donc, on est 11 maintenant au salon et je ne veux pas qu'ils aillent travailler à domicile parce que je veux préserver leur santé et la santé aussi des clients. Donc, ça a été le premier choix. Et ensuite, alors avant de partir, de vous expliquer aussi pour l'équipe, c'est un point que j'aimerais juste appuyer, ce que je pense qui est important, c'est qu'on m'a souvent dit, oui, mais Margot, si tu ne vas pas coiffer à domicile, si tes coiffeurs ne vont pas coiffer, c'est parce que tu n'as pas besoin d'argent ou tu n'en as pas besoin. Et pour moi, c'est faux parce qu'aller coiffer... Beaucoup de coiffeurs disent qu'ils vont coiffer pour la survie, qu'ils ont besoin d'aller coiffer à domicile pour survivre. Mais en Angleterre, si vous payez vos impôts et ou si tout ce que vous faites est déclaré, vous avez des aides de l'État. Donc, si beaucoup de coiffeurs n'ont pas déclaré le travail qu'ils faisaient pendant des années, il y a un moment où je ne vais pas avoir beaucoup de sympathie envers eux parce qu'il faut assumer quand on triche. Donc... Vous envoyez un peu la sauce là quand même, Margot. Parce que c'est vrai, on me dit souvent, mais Margot, toi, pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu vas pas faire de domicile? Tu n'en as pas besoin. On en a besoin. On est dans une situation qui est très compliquée, surtout que j'ai des charges salariales élevées, parce que le furlough, comme vous le savez, est payé à 80%, mais il y a 30% de ces 80% qui sont payés par l'employeur. Donc, c'est compliqué, c'est très difficile, mais ce n'est pas une raison pour pas bien faire les choses. Juste une question rapidement, Margot. Vous avez employé sur le fait d'aller coiffer à domicile, vous avez employé un mot que j'arrive pas bien à comprendre. Vous dites c'est irresponsable. Pourquoi c'est irresponsable? Je ne sais pas. Parce qu'on nous le demande bien de rester à la maison. C'est pas pour rien. D'accord. Très bien. Oui, je pense que peut-être qu'autour de vous, vous avez dû avoir des cas de personnes qui ont été affectées par la Covid-19. Est-ce que ça a été d'ailleurs votre cas, je crois, au tout début? Donc, peut-être que est-ce que c'est ça qui vous a fait prendre conscience de l'irresponsabilité d'aller travailler à domicile et de dire à vos équipes de ne pas aller à domicile? De se protéger, oui. Et de protéger les autres surtout. Parce qu'on est jeunes, mais il faut protéger les personnes qui sont autour de nous. Donc, encore une fois, en Angleterre, il y a quand même beaucoup d'aides de l'État si vous avez bien fait les choses. Alors justement, en plein second confinement, hein, vous me dites si je me trompe, hein, en plein second confinement, vous êtes en train d'ouvrir, Margot, votre second salon de coiffure à Londres. Vous faites des travaux dedans. J'imagine que vous payez un loyer pour le pas de porte, pour le salon lui-même. Alors, comment vous débrouillez à ce moment-là où finalement tout est un puits sans fond? Vous ne cessez de dépenser sans aucune perspective de revenu derrière. Comment vous faites à ce moment-là? Alors, j'ai la chance d'avoir mon associé qui travaille en finance. Donc, les comptes sont tenus à la baguette. Ensuite, l'entrepreneuriat, on prend des risques, mais c'est des risques calculés. Donc, si j'ai lancé ce salon
en juillet, le 4 juillet, le jour du déconfinement, on a ouvert et on a signé 10 jours avant le confinement en Angleterre. Donc, on savait qu'on allait être confiné car le confinement avait déjà commencé en France. Donc, c'était qu'une question de semaine. Mais c'est depuis septembre 2019 qu'on travaillait sur ce projet. On était maintenant début mars et on avait trouvé le local de nos rêves, tout simplement. On avait travaillé pendant des mois avec mon équipe pour trouver le local dans le quartier qu'on souhaitait. Et donc, du coup, on s'est dit, on lance. Pourquoi reculer alors que on va être confiné? Donc, autant faire les travaux pendant le confinement. L'argent sera dépensé dans tous les cas, donc autant le dépenser maintenant parce qu'on savait pertinemment que de toute façon, ça reprendrait un jour. Mais c'était quand même un risque. Alors certes, c'est des risques calculés, mais quand même un sacré risque. Oui. Parce que voilà, on met son énergie, c'est des projets, mais on aurait pu se dire, même si j'ai les clés, j'attends, parce qu'au moment où vous avez eu récupéré les clés début mars, effectivement, c'était qu'une question de jour que nous aussi au Royaume-Uni on soit confinés, mais vous ne saviez pas quelle serait la date du déconfinement, donc elle est arrivée en juillet. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, c'est peut-être pas le bon moment de le faire, enfin, c'est des beaux projets, mais c'est le temps de le remettre dans un carton? C'est une très bonne question. Je pense que quand vous savez où vous allez, non, encore une fois, je pense que si vous faites les choses en calculant et en faisant attention, ça va fonctionner. Enfin, c'est des risques calculés, encore une fois. Donc, la preuve est là, c'est qu'on a réouvert et avec 2 salons au lieu d'un. Donc, c'est tout. Et justement, quand vous en avez parlé un peu à vos proches, notamment votre famille qui est en France, est-ce qu'elle, comme pour vos débuts et comme pour toujours, elle vous a encouragé? Est-ce que vos proches ne vous ont pas dit justement, même si vous avez ce caractère de fonceuse, etc., est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui vous a dit oh, « Non mais Margot, je pense que c'est un sacré risque » et que vous vous êtes dit, comme vous venez de le dire précédemment, quand on sait faire les choses, on le fait? Non, on m'a jamais jugée. Mes parents, enfin autant mes proches que ma famille, ont toujours su que les choix que je prenais, je les faisais en tout cas pour essayer de faire au mieux sans me juger. Donc ils m'ont pas dit de pas le faire, ils m'ont pas dit de le faire, ils m'ont juste laissé faire ce que je sentais allait être le mieux pour moi, pour ma vie et pour mon business. On a une question, Margot, d'ordre géographique qui nous est posée par quelqu'un qui nous suit, qui s'appelle Julie Aïssa-B. Alors, je ne sais pas bien comment ça se prononce, mais bref, elle s'appelle comme ça. Et elle pose une question géographique. Pourquoi avoir fait le choix de Kentish Town pour votre second salon? Voilà, la question apparaît à l'écran. Pourquoi Kentish Town? Kentish Town, c'est le quartier coup de cœur pour moi. C'est encore une fois au feeling, mais c'est un quartier qui est résidentiel et qui est en même temps proche du centre et où il y a une mixité qui est assez intéressante entre les gens. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que chez Margot Salon, on a autant des clientes qui gagnent très bien leur vie, comme des personnes qui ont des salaires moins importants et qui viennent pour l'expérience client. Et c'est vrai que la communauté à Kentish Town était pour moi la communauté qui allait coller avec Margot Salon. Un service de qualité à un prix abordable. Donc Kentish Town, c'est vraiment pour moi un quartier. Il y a beaucoup de Français, ça certes, ce qui est toujours plus simple, faut dire ce qui est, avec l'école française qui est juste derrière, mais on n'a pas encore eu la chance d'avoir beaucoup de clients de là-bas, comme on a ouvert qu'un mois depuis juillet. Mais Kentish Town, pour la mixité sociale, mais dans le bon sens, ouais. Margot, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais en précisant tout de suite que ça représentait une part infime de votre chiffre d'affaires. On va en voir d'ailleurs quelques images pendant que vous allez répondre à la question. Comment vous vous êtes diversifié? Je crois que c'est par des tutos, plus ou moins. On voit les images. Comment vous êtes C'est ça.
Alors, on a lancé au deuxième confinement, on a lancé un e-shop pour vendre nos produits en ligne. Et on a lancé donc ce tuto qui est en fait Margot Rescue Kit, qui sont des kits en fait de couleurs personnalisés, faits par nos coiffeurs et envoyés directement à la maison chez nos clientes avec des produits de qualité, des produits naturels, sans ammoniac, sans PPD, sans produits chimiques. Et en fait, on a lancé ça pour aider nos clientes existantes avant tout, parce que bon, faut dire ce qu'est les cheveux blancs, c'est toujours embêtant. Voilà, donc on a lancé en fait le Margot at Home Color Kit et notre e-shop au dernier confinement. Mais est-ce que ce sont des idées qui arrivent parce que ce sont vos clients et clientes qui vous le demandent, ou est-ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est vrai, moi-même j'expérimente des cheveux blancs, il serait temps peut-être de monter un kit. Quelle est la part du retour de votre clientèle dans vos choix et de vos idées en fait pour pouvoir être toujours actif pendant le confinement? On a la chance d'avoir vraiment une bonne communauté, autant avec les clients qu'avec mes employés. Donc, j'ai été beaucoup conseillée via Instagram ou nos réseaux sociaux ou même par email par nos clientes. Et ensuite, on en a discuté avec mon équipe et on s'est dit, oui, pourquoi pas faire ça? Parce que c'est vrai que de toute façon, en coiffure, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire d'autre. Donc, on a essayé de se réinventer et de créer un concept original tout en pouvant aider nos clients ou de futurs potentiels clients. Parce que ça nous a amené aussi, du coup, des nouveaux clients qui seraient peut-être jamais venus au salon ou qui nous auraient peut-être jamais connus si on n'avait pas fait cette communication et ces kits. Et justement, les réseaux sociaux, est-ce que c'est une bonne manière de rebondir quand on a un salon de beauté, de coiffure? Est-ce que c'est un outil intéressant à exploiter pour vous? Oui, c'est très important. C'est un métier, c'est visuel. Les cheveux, si vous ne voyez pas le résultat final, je ne pense pas que vous allez aller prendre des risques chez un coiffeur. Donc, les réseaux sociaux, c'est très important pour nous. Et surtout pour garder le contact avec notre communauté et avec nos clients. Et ensuite, il y a beaucoup de clients qui parlent de nous à leurs amis, à leurs proches via les réseaux sociaux. Donc, c'est très important, oui, en moyen de communication. Margot, je vous écoute beaucoup. Cette émission, donc, elle s'appelle Rebond, se reconstruire. On a ajouté pour faire plus riche. J'ai l'impression que votre rebond, si tant est qu'il y ait un rebond, il s'appuie beaucoup sur la notion de collectif. Est-ce que je me trompe? C'est vrai. C'est collectif, je pense, c'est un mot qui est important. Autant avec mon équipe qu'avec les clients. C'est un travail on travaille tous ensemble. Tout le monde navigue le bateau et nos clients sont très importants, autant que mes employés. Mes employés sont mes héros et les clients sont les héros de mes employés. Donc, c'est un travail d'équipe et c'est ce qui fait que la magie opère peut-être. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on apprend à 30 ans, parce que vous venez de fêter vos 30 ans, qu'est-ce qu'on apprend en tant que chef d'entreprise à 30 ans, une jeune femme ici à Londres, avec ce contexte de pandémie? Qu'est-ce que ça apprend sur soi et comment on rebondit aussi psychologiquement? Parce que c'est une sacrée charge d'avoir deux entreprises pour le coup sur les épaules avec des responsabilités. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce que vous en retirez encore aujourd'hui? La première chose que j'ai appris, je pense, c'est que ce que l'on ne contrôle pas, il faut l'accepter. Et quand on est jeune, c'est pas facile. Mais ça a été un bon exercice. La résilience, ça a été en tout cas pour moi quelque chose que je ne connaissais pas et qui a fait que maintenant je connais. Ça m'a aussi appris, comme Eric le disait avant, cette force de la communauté que j'ai avec mes clients et mes employés. C'est vraiment une force. Et j'ai appris aussi, j'ai découvert en fait une capacité d'adaptation et de résistance que je ne me connaissais pas. Et en fait, c'est fou comme dans les moments les plus difficiles, on peut être fort
et encore donner plus, même quand on pense qu'on ne va plus y arriver. Et ensuite, la dernière chose qui a été, en tout cas pour moi, forte durant cette année 2020, c'est que ça a été, pour moi, ça a été mon conjoint, donc Vincent, qui est aussi mon associé. On vit ensemble, comme c'est mon compagnon. Il travaille de la maison et moi, je n'avais plus de travail. Donc, j'ai vraiment vécu le work from home et l'impression, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de ne servir à rien parce que ma passion, c'est mon métier, mais c'est avant tout ma passion. Donc, ça m'a appris aussi à me réinventer et à me rendre compte que derrière ma passion, il y avait aussi une personne. Et donc, ça a été double peine pour moi, ce Covid, parce que cette Covid, excusez-moi, la Covid. J'ai perdu mon métier, j'ai perdu ma passion, mais ça m'a rendue plus forte pour rebondir. Donc, voilà, je le prends du côté positif. Vous en parlez au passé, Margot. Est-ce que vous considérez que c'est déjà derrière nous? Première question. Et deuxième question qui est liée à la première. Est-ce que, du coup, vous vous fixez de nouveaux objectifs par rapport à ceux qui étaient les vôtres quand vous avez ouvert l'un puis l'autre salon? Est-ce que vous pouvez me redire la première question, s'il vous plaît? Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Je ne suis pas sûre non plus de m'en souvenir. Dans mon micro. Eric vous demandait si vous parliez au passé. Est-ce que c'est quelque chose que vous estimez déjà être passé? Puisque c'est vrai que vous rouvrez le 13 avril, mais est-ce que c'est quelque chose qui est derrière vous ou vous êtes encore dedans, en fait, à pieds joints? Merci. Voilà. Non, j'en parle au passé parce que je pense que le plus dur est passé, en tout cas. Donc, j'en parle au passé, ça c'est sûr, parce que maintenant, même si ça dure plus longtemps, on a déjà été confinés 3 fois, donc je sais m'adapter. Si on doit être de nouveau confiné, on saura comment gérer les choses. Et j'en parle aussi au passé parce que il faut rebondir, et en plus c'est le thème de l'émission, donc dans le futur je vois du positif et pas beaucoup de négatif. Moi je me rappelle de la deuxième question en revanche que je vous posais, Margot, c'est est-ce que ça vous amène à modifier vos objectifs qui seront pour vous les objectifs qui seront la traduction du succès? Est-ce que dorénavant vous n'avez plus les mêmes objectifs que ceux que vous aviez il y a quelques années? Non, j'ai les mêmes. J'ai juste perdu 1 an où ça n'a pas avancé, mais les objectifs sont les mêmes. Et au contraire, pendant le confinement, ça m'a permis aussi de travailler sur l'image de la marque, sur son développement. Et si j'avais pas eu tout ce temps, j'aurais peut-être fait les choses un peu moins bien. Donc, ça m'a permis de développer la marque et on est prêt maintenant pour avancer. Je sais que la première fois qu'on s'était rencontrés, Margot, vous m'aviez dit que votre rêve, c'était de créer votre marque de salon ici à Londres. Donc, il y a déjà 2 Margot Salon. Est-ce que, malgré, pour un peu rebondir sur la question aussi d'Eric, est-ce que malgré la Covid et peut-être même le Brexit, est-ce qu'il y a un projet de 3e salon et l'année prochaine, peut-être quand ce sera un peu plus calme, est-ce que c'est toujours dans votre idée? Oui, il n'y a pas de secret, bien sûr. C'est notre objectif. Il y a 3 ans, quand j'ai lancé le premier Margot Salon, j'ai investi toutes mes économies. J'ai travaillé d'arrache-pied pour créer cette marque en m'entourant de brand designers, d'architectes d'intérieur, d'équipes, en commençant de zéro, sans clients, sans employés, sans réseau. Un anglais, faut dire ce qui est, plutôt médiocre, pas de financement. Et j'étais une jeune femme étrangère, donc j'ai passé 3 ans pour construire ces 2 salons. On en a déjà 2 en 3 ans et on était bien parti et on est bien parti. Au bout d'1 an et demi, on faisait les recherches pour le 2e salon et c'est pour ensuite continuer à grandir, bien sûr. Margot, on arrive au terme de cette émission. On est tout pile à 30 minutes. Bravo pour vos qualités de combativité. Ce sont elles qui, en tout cas, je vous le souhaite, vont vous aider certainement à triompher de cette situation hostile. Et la semaine prochaine, regardez, parce que la semaine prochaine, on va avoir des jeunes femmes qui vont nous donner des leçons de rebond.
C'est du très très lourd. Il faut absolument regarder. Et elles s'appellent Nadège et Vanessa. Elles ont écrit un bouquin là-dessus. Elles vont nous apprendre ce qu'est le véritable rebond. Intéressant pour tout le monde. Voilà, Léla. Oui, en tout cas, on a eu un bel exemple aujourd'hui de ce que c'était le rebond. Donc, merci Margot d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Eric. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci. Bye bye.